Et ça fait du bien aussi, putain, quand tu as des gens qui te disent qu'ils adorent ton contenu, que ça leur fait du bien de lire ça, et qu'ils ont passé une bonne journée grâce à toi, ou qu'ils ont réussi leur projet grâce à toi. Mais merde, en fait, c'est ça le salaire d'un créateur de contenu, tu vois. C'est pas l'argent, c'est pas les clients, c'est vraiment qu'on te dise que tu as au moins, sur 1% donné quelque part, changé la vie de quelqu'un, tu vois. Bienvenue dans les interviews LinkedIn. Je m'appelle Jean-Bernard Sibony, je vais dénicher et interviewer pour vous des experts LinkedIn. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire, les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour développer leur business et le business de leurs clients sur LinkedIn. Salut Baptiste, merci beaucoup d'être là. Salut. Bah, avec plaisir. Écoute, merci pour l'invitation. Écoute, avec grand plaisir. Baptiste, je suis allé tout à l'heure sur Famicom et j'ai vu que tu faisais partie des top 100 influenceurs LinkedIn. Et je ne sais pas si tu le sais, mais tu es juste derrière Oussama Hamar. Ah, ça fait plaisir. Mais alors, me parle pas de ce classement. Alors, c'est une très grande fierté d'être dans le top 100, même si ça veut pas dire grand-chose finalement. Mais moi, je le prends comme une défaite d'être que 87e, tu vois. Moi, c'est top 10 ou rien. Et quand je serai dans le top 10, ce sera top 1 ou rien, tu vois. Donc, malgré tout le respect que j'ai pour les 86 personnes qui sont devant moi, j'aime pas ma place. Je veux toujours plus, tu vois. Alors écoute, du coup, peut-être que ça va te donner le sourire parce que du coup, moi, j'ai analysé un peu plus que le classement et il y a deux stats qui sont juste dingues sur ton profil. Bah, tu as 10 sur 10 sur la note activité Ok, trop cool. et tu as une super note sur engagement, ce qui pour Mhm. moi est un beau critère. En fait, ma question, c'est comment tu trouves cette inspiration? Comment tu fais pour avoir 10 sur 10 pour poster tous les jours et pour avoir autant d'engagement, en fait? C'est quoi ton secret? Alors, pour la régularité des posts, là, je publie en ce moment. Alors, je suis repassé à 2 par jour, mais pendant un mois et demi, j'ai publié 3 fois par jour. Et depuis globalement août 2021, je publie 2 fois par jour, tous les jours, même le week-end, etc. Alors, il n'y a pas vraiment de secret pour atteindre une régularité comme ça, si ce n'est qu'il faut le faire progressivement. J'ai commencé LinkedIn il y a un peu plus d'un an et demi en publiant à peine une fois par semaine, en me forçant à publier une fois par semaine. J'avais du mal à écrire mes posts, j'avais pas d'inspiration, mes posts étaient mal écrits, etc. Mais je les écrivais quand même et j'y allais petit à petit, tu vois. Après, à partir de globalement janvier 2021, j'ai commencé à me forcer à publier une fois par semaine, notamment pour mon podcast. Et donc, bah, du coup, j'ai commencé à apprendre à écrire des posts entre guillemets comme ça. Et donc, ça s'est fait petit à petit jusque à peu près en juillet. En juillet, j'ai commencé à publier plusieurs fois par semaine. Et à partir de août, bah, en fait, j'ai commencé à accélérer la cadence avec plusieurs fois par jour. Mais en fait, c'est impossible de commencer à écrire, enfin de publier, pardon, 2 fois par jour si tu as pas publié une fois par semaine pendant 6 mois avant, tu vois, en gros. Ou alors, il faut avoir vraiment beaucoup de temps, beaucoup de patience et il faut être très fort, ce qui est possible, hein, il y en a qui l'ont fait. Mais ça prend du temps quand même de mettre en place ce processus-là. Donc déjà, y aller progressivement. Moi, quand je bosse avec mes clients, je leur dis à chaque fois, commencez par 2, 3 posts par semaine maximum. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'avant, moi, je mettais 1 heure pour écrire un post qui est globalement ce qui se passe quand on commence, tu vois. Et encore, c'est déjà pas mal, il y en a qui vont mettre plus de temps que ça. Maintenant, 1 heure, je peux écrire, allez, 4, 5, 6 posts, tu vois. Et pas que des lignes tweets, hein, vraiment des posts parfois un peu plus longs, etc. Donc, mais ça s'apprend uniquement avec le temps et la régularité. Première chose, c'est ça. Deuxième chose, sur trouver l'inspiration. En fait, il y a une règle de base, c'est savoir dire une chose de 100 façons différentes. Une fois que tu as appris ça et une fois que tu as mis en place ça, bah, au final, alors ça ne veut pas dire que ton contenu est inintéressant, que tu dis tout le temps la même chose, mais tes sujets sont les mêmes, tes thématiques sont les mêmes, ton ton est le même. Donc en fait, à la fin, ça déroule assez rapidement parce que bah, un sujet qui va être, par exemple, là, je suis en train d'écrire un autre post, enfin, j'ai l'idée d'un post par rapport aux plateformes de freelancing. En fait, j'ai déjà fait un post comme ça sur ce sujet-là il y a quelques semaines qui avait plutôt bien marché. Et bah, là, je vais reprendre ce post-là, je vais en faire des conclusions, une analyse, et je vais republier un autre post, peut-être en apportant plus de nuances, plus de profondeur, ou un link tweet en étant plus concret sur le sujet, plus cash. Donc voilà, apprendre à dire plusieurs façons différentes la même chose. Et troisièmement, avoir une méthode de veille constante, savoir trouver de l'inspiration un petit peu partout. Moi, je lis beaucoup de newsletters, je m'informe beaucoup, beaucoup sur Twitter, sur YouTube aussi, j'essaye en podcast. Tout est une source d'inspiration, les films que je vais écouter, les podcasts historiques que je vais écouter, enfin les films que je vais regarder plutôt, les livres que je vais lire. Et
évidemment. Donc tout ça, le mettre dans un coin, le noter et analyser tous les contenus qu'on consomme. Mais la plupart des choses que je dis, c'est parce que je ne les ai pas forcément inventés, c'est que je les ai lus quelque part ailleurs, ou quelqu'un les a dit, que j'ai trouvé ça cool et que je le dis à ma manière, avec mes propres pensées. Et enfin, quatrièmement, évidemment, noter toutes les idées qu'on a. On peut avoir 500 idées par jour, c'est génial, mais si on ne les note pas, ça ne sert à rien. Donc, il faut noter ces idées partout, tout le temps, dès qu'on peut, surtout quand elles arrivent, et ne pas se dire, OK, en fait, j'ai une idée, je la garde pour quand je vais écrire mon post demain matin, parce que l'idée sera partie. Donc, moi, ce que je fais, c'est très simple, c'est soit je prends une note sur mon iPhone, toute con, j'écris ce qui me passe par la tête, soit je prends une note vocale. Bah, en fait, je m'enregistre en train de parler ce que j'ai en tête sur le moment, et je dis, OK, bah, là, je pense ci, je pense ça, pourquoi, quelle conclusion du post, et j'essaye déjà à l'oral de construire le post. Et cinquièmement, petit bonus, bah, tu vois, c'est quand on fait des podcasts, des émissions comme ça, où bah, je parle beaucoup parce que je suis assez bavard. Bah, après, je me réécoute. Alors, ça fait un peu, un peu égocentrique de dire ça, mais je me réécoute parce qu'en fait, je vais dire beaucoup de choses intéressantes dans un fil de discussion comme ça, sur des sujets auxquels je ne vais pas forcément m'en rappeler par la suite. Donc, je me réécoute et je me dis, OK, ça peut faire un post, ça peut être un bon sujet, etc. Et en fait, c'est la base du recyclage du contenu. Donc voilà. Du coup, ça veut dire, si j'image le truc, tu as une sorte de petite lumière LinkedIn allumée dans ton cerveau. Quand tu regardes un film ou quand tu Ouais, lis, il y à a 100%. toujours ce petit côté ah, ça, je pourrais en faire un post. Complètement. C'est exactement ça. C'est même pas que LinkedIn, c'est n'importe quel contenu, parce que je vais me lancer sur YouTube prochainement ou dans les articles de Feu, ma newsletter ou les articles de ma communauté, etc. En fait, c'est dès que je vais voir quelque chose d'intéressant, bah, je vais me dire, OK, ça c'est pertinent, ça c'est intéressant. En réalité, quand je suis sur des contenus qui ne sont pas business, c'est-à-dire des livres historiques, des podcasts, moi j'écoute très peu de podcasts business finalement, je n'ai pas vraiment le temps, mais par contre, en voiture, j'adore écouter podcast de Franck Ferrand sur l'histoire qui est vraiment génial. Et j'écoute beaucoup ce podcast-là, et donc souvent, ça va me donner des idées. La réalité, donc pour revenir à ce que je disais, c'est que sur des sujets qui ne sont pas business, 50% de mes idées sont à chier. Sur le moment, je les trouve géniales, et quand je les reprends par la suite, je me dis non. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles m'intéressent moi, je les trouve géniales, mais pour ma communauté, pour mon audience, pour LinkedIn, pour Internet, c'est pas intéressant. Et ça, d'ailleurs, c'est une des premières erreurs des créateurs de contenu, c'est de créer du contenu qui va les intéresser d'abord eux et après leur audience éventuellement. Ça va passionner certains de mon audience, mais la réalité, c'est que c'est pas du contenu qui est pertinent. Donc voilà. Et donc, sur Favicon, tu as une super note sur l'engagement. Est-ce que tu penses que tu as une méthode ou tu le fais naturellement? Qu'est-ce qui fait que tu engages plus que les autres? Alors, je ne sais pas si j'engage plus que les autres. Je donne tout ce que j'ai reçu. C'est-à-dire qu'en fait, je me rappelle très bien, j'ai eu cette chance, entre guillemets, d'avoir une progression assez rapide, même très rapide. 6 mois, c'est très rapide. Il y a un an, quand je mettais un commentaire sur un post LinkedIn et que j'étais encore un inconnu, je ne me considère pas comme connu, mais j'avais zéro influence à l'époque, bref, j'étais personne sur LinkedIn. Quand je mettais un commentaire sous un post de quelqu'un qui avait déjà de l'influence à l'époque, je m'attendais à une réponse. Et quand j'avais pas de réponse, je me sentais frustré. Quand j'envoyais un message privé que j'avais pas de réponse, je me sentais frustré. Évidemment, je comprenais pourquoi tu peux pas répondre à 100 commentaires par heure, tu peux pas répondre à 500 messages par jour, etc. Mais tu as toujours ce petit ah merde, j'aurais bien aimé qu'ils me répondent. Et ça, je l'ai toujours et je le comprends. Alors maintenant, je suis un peu dans l'opposé, tu vois. Donc parfois, je vais mettre du temps à répondre à certains messages, mais j'essaie de répondre à absolument tout le monde, à tous les commentaires, même si c'est un smiley, même si c'est les deux petits doigts comme ça, c'est pas grave, je réponds à tout le monde. Et je pense que c'est super important, c'est de redonner tout ce que j'ai reçu, de me mettre dans la situation de la personne qui va avoir commenté, qui va attendre une info, un message, une réponse, parce que je sais ce que c'est d'envoyer 500 demandes alors peut-être pas 500, mais allez, 50 demandes de podcast et de pas avoir de réponse parce qu'on n'est pas connu. Je sais ce que c'est, tu vois, d'envoyer des MP et pas avoir de réponse. Donc du coup, j'essaye de ne pas être ce créateur de contenu-là. Maintenant, gros disclaimer, bah, je sais que c'est compliqué. Et donc, quand je disais que j'ai la chance d'avoir une progression rapide, c'est-à-dire que sous mes posts, j'ai pas encore 100 personnes qui commentent. Quand alors ça m'arrive de faire des posts qui buzzent, entre guillemets, tu vois. Quand j'ai des posts qui buzzent, je peux pas répondre à tout le monde, c'est juste humainement impossible. Et donc, bah, là, je le fais pas. Mais j'ai encore cette chance-là d'avoir peu de personnes qui commentent sous mes posts, relativement peu de personnes comparé à certains autres créateurs. Donc, je peux répondre à tout le monde. J'estime que bah, c'est la base d'un réseau social. Avant d'être un réseau, c'est surtout social. Et donc, bah, moi, j'engage avec un maximum de personnes en commentaire. Je réponds à tout le monde. Enfin, c'est comme ça qu'on crée un réseau. C'est comme ça qu'on crée une communauté. On crée pas une communauté en restant dans sa tour d'ivoire et en prenant tout le monde de haut. Tu vois, on est déjà, c'est pas on se met, c'est on est à la même hauteur que tout le monde. On n'a rien fait de plus, si ce n'est qu'on a écrit depuis plus longtemps que
grande majorité des gens sur LinkedIn et peut-être qu'on a appris à mieux écrire, peut-être voilà, on a une aptitude, ça, faut pas se le cacher non plus, mais on est personne, donc voilà, on est personne pour ne pas répondre aux messages, on est personne pour prendre de haut une communauté, et c'est pas comme ça qu'on crée une communauté de toute façon. Donc, pour résumer un peu ce que tu dis, garder au maximum la proximité Ouais, avec complètement. l'audience, quoi. Ah bah, je pense que c'est ce qui est le plus important, mais c'est ce que tous les créateurs qui fonctionnent ont compris. Même ceux qui font des grosses audiences avec chaque post est un carton. Je pense à Thibaut ou je pense à Benoît, bah, ils répondent quasiment à tout le monde en commentaire, etc. Et c'est la base de tous les créateurs de contenu. Ouais, alors, il y a forcément un moment où tu peux plus. Tu vois, forcément, tu n'as pas le temps. Moi, je m'alloue encore ce temps par jour, mais ça me prend pas mal de temps, donc j'essaie de faire avec. Mais il y a un moment où je pourrais plus, tu vois. Mais du coup, je délivrerai de la valeur et de la bienveillance autrement. Mais garder le contact avec la communauté, c'est essentiel pour construire une communauté qualifiée, pour faire grossir cette communauté aussi, parce que les gens, ils veulent plus d'influenceurs qui les calculent pas, entre guillemets. Et je pense que c'est aussi important pour garder, entre guillemets, les pieds sur terre, et puis comprendre sa communauté, comprendre ce qu'on doit leur vendre, ce qu'ils ont besoin, pourquoi ils nous suivent. Tu vois, moi, j'ai fait pas mal de petits apartés, mais j'ai fait pas mal de calls pour prendre des feedbacks de mes clients sur ma communauté, pour comprendre pourquoi ils avaient signé. Et en fait, je leur posais des questions qui peuvent paraître encore une fois égocentriques, mais qui sont très importantes. Et je leur ai posé la question, pourquoi tu m'as fait confiance et pourquoi tu me suis? Et ben en fait, tu te rends compte que les gens, ils te répondent déjà très honnêtement, et des réponses auxquelles tu ne t'y attends pas. Dire, oh, je te fais confiance parce que justement, tu n'es pas encore un gros influenceur. Je te fais confiance parce que tu as vécu ce que moi, je suis en train de vivre. Tu vois, il y a plein de raisons, mais il n'y a que en parlant avec ta communauté que tu sauras ça, et en comprenant ta communauté, en discutant avec elle, c'est comme ça que tu peux subvenir au mieux à ses besoins. Ok, donc être proche de sa communauté à la fois pour avoir des bonnes performances sur LinkedIn, mais aussi pour ne pas oublier qu'on le fait pour générer du business et du coup Ouais. essayer de ne pas s'écarter trop de l'objectif final. C'est ça que tu essaies de me dire? Alors moi, j'aurais dit l'inverse, en fait. Déjà, le faire par plaisir, en fait. En fait, Parce que tout à l'heure, tu disais que du coup, tu ne pouvais pas parler que des choses qui te passionnent toi et que c'était Ouais, bien important sûr. aussi que… Ouais, alors ça c'est dans la création de contenu, tu vois. Dans l'interaction avec la communauté, je pense qu'il faut le faire avec vraiment beaucoup de bienveillance et pas l'aspect business derrière. En fait, j'ai fait ça en 3 plans parce que d'abord, bienveillance, d'abord parce que ça te plaît, d'abord parce que ça te permet de comprendre ta communauté, et d'abord parce que tu es personne pour juger, prendre de haut ta communauté. Et enfin, c'est bon pour le business de facto, tu vois. Et c'est même essentiel pour le business, c'est pas bon, c'est essentiel. Mais surtout, si tu vois, si tu le fais en mode, OK, il faut que je réponde à tous les commentaires parce que derrière ça va me rapporter du business, tu vas, entre guillemets, ça va te saouler et tu vas mal le faire. Fais-le vraiment parce que tu prends du plaisir, et ça fait du bien aussi, putain, quand tu as des gens qui te disent qu'ils adorent ton contenu, que ça leur fait du bien de lire ça, et qu'ils ont passé une bonne journée grâce à toi, ou qu'ils ont réussi leur projet grâce à toi. Mais merde, en fait, c'est ça le salaire d'un créateur de contenu, tu vois. C'est pas l'argent, c'est pas les clients, c'est vraiment qu'on te dise que tu as au moins sur 1% donné quelque part, changer la vie de quelqu'un, tu vois. Donc vraiment le faire par pure bienveillance, je pense que c'est vraiment important. Et c'est cliché, mais c'est la réalité. Et par rapport à la création de contenu, alors souvent on dit oui, il faut parler de sujets qui nous plaisent d'abord, etc. Oui, moi je ne vais pas aller demain parler de… tiens, tu vois, je suis très nul en investissement financier, c'est quelque chose que je veux résoudre sur 2022, mais je suis très mauvais sur ça. Je ne vais pas aller parler d'investissement financier, tu vois, même si c'est un truc qui peut cartonner. Donc parler de sujets qui nous concernent, qui nous intéressent, qui nous plaisent, mais ne pas oublier non plus qu'on n'est pas le lecteur de ses propres contenus. Donc, il faut vraiment séparer les contenus qui nous plaisent et qui fonctionnent, et les contenus qui nous plaisent que à nous et pour lesquels les gens ne nous suivent pas, surtout au début. On est sur des réseaux sociaux. On a beau dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est une guerre de l'attention constante. Il faut aussi écrire des choses que les gens ont envie de lire. C'est bien beau d'écrire des tirades entières sur Platon, mais la réalité, c'est que les gens ne veulent pas lire ça. Les gens, ils veulent du clash, ils veulent de la motivation, ils veulent qu'on les comprenne, et ils veulent qu'on les aide et qu'on les accompagne. C'est aussi simple que ça. Super. Dans un de tes posts récents, tu expliques comment construire une audience de 10 000 personnes. Mm. Et je ne vais pas lister tous les points. Il y a un point qui a suscité ma question. Il faut établir une stratégie de contenu. Ouais. Et donc, ma question, elle est assez simple, mais peut-être pas facile à répondre. C'est quoi, selon toi, une bonne stratégie de contenu? Alors, déjà, une bonne stratégie de contenu, ça reprend un petit peu tout ce que j'ai dit avant. Une bonne stratégie de contenu, c'est une stratégie, on va prendre du plaisir à créer,
et on ne va pas se forcer, entre guillemets. Et on va aller à son rythme. Ça, c'est le premier point qui est super important. Ne pas se forcer, prendre du plaisir sur ce qu'on écrit et aller à son rythme. Donc, je reprends encore une fois, tu vois, le plaisir qui est toujours super important et ne pas commencer à publier 3 fois par jour parce qu'en fait, c'est pas possible. Humainement impossible. Ou alors, on tient une semaine et après, on arrête. Ça, c'est le premier axe de la stratégie. Alors, c'est rien de concret, je suis d'accord, mais c'est le premier axe de la stratégie. Ensuite, moi, j'utilise la stratégie qu'utilisent beaucoup de créateurs de contenu sur LinkedIn, qui est la stratégie tofu, mofu, bofu. Donc, top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, moi, mon mix, c'est à peu près ça. Un tiers des posts top of the funnel vont être destinés à créer le buzz, à générer de l'engagement, à faire des vues, des likes, des clics, des commentaires, à générer des abonnés, de la visibilité. Donc ça, c'est top of the funnel. Donc c'est vraiment pour aller chercher une audience. Middle of the funnel, c'est pour évangéliser cette audience. Ok, je suis allé chercher 1000 personnes là, mais ils ne me connaissent pas encore suffisamment, ils ne savent pas de quoi je vais parler. Donc je vais, par exemple, traiter d'un sujet complexe et le simplifier. Par exemple, le post, je reprends sur les plateformes de freelancing. Je sais qu'il y a beaucoup de freelances qui me suivent, mais ils ont besoin, alors c'est pas encore mes clients, mais ils ont besoin de voir mon expertise, ils ont besoin de savoir de quel sujet je parle, ce que je pense, mon avis sur certaines choses. Donc je vais écrire un post sur pourquoi les plateformes de freelance, faut pas y aller en fait, tu vois, par exemple. Donc là, c'est middle of the funnel, tu vends rien, mais tu évangélises, tu crées de la crédibilité, tu génères ton image autour de ça. C'est pas fait pour faire des vues, c'est juste pour montrer ta crédibilité. Et enfin, il y a bottom of the funnel, donc là, c'est la fin de l'entonnoir, c'est un entonnoir de vente, hein, c'est tout con. Et donc, bottom of the funnel, ça va être en fait le bas du funnel. Donc, ça va être là où soit tu vas vendre tes services ou tu vas faire des posts de niche. Moi, j'ai encore des posts, tu vois, qui font 500, 800 vues, tu vois. Mais c'est tant mieux, en fait, parce que ça veut dire qu'il y a 800 personnes, seulement 800 personnes qui vont l'avoir vu. Mais c'est 800 personnes qualifiées. Et en fait, derrière, un post à 800 vues va peut-être me générer 2 ou 3 leads entrants dans mes DM, alors qu'un post à 300 000 vues va m'en générer 0, en fait, tu vois, en tout cas de qualifié. J'avais fait un test sur ça il y a quelques mois, où j'avais essayé de générer le maximum de vues pendant 3 semaines et de générer le maximum de leads pendant 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, j'ai fait que des posts tofu, j'ai fait 600 000 vues. Et pendant 3 semaines, j'ai fait que des posts bofu. J'ai dû faire, je me rappelle plus du nombre de vues que j'ai fait, mais mes vues ont été divisées par au moins 60%, tu vois. Et au final, c'est que la différence, c'est qu'en 3 semaines de tofu, j'ai peut-être eu 3 leads. En 3 semaines de bofu, j'ai eu 10 leads, tu vois, en fait, la différence. Et c'est dans cet intérêt-là, pour conclure, que cette stratégie est pertinente, parce que du coup, tu vas créer du contenu en fonction de tes objectifs business, en fonction de est-ce que, ok, j'ai besoin de plus de clients en ce moment, je vais faire plus de beaux fous, et c'est comme ça que tu vas pouvoir argumenter ton contenu. Et enfin, on revient sur le recyclage, un post que tu vas écrire en tofu, par exemple, tu vas écrire un post tofu, 90%, tu as un link tweet, 90% des managers français sont restés bloqués dans les années 2000. Bon, là, ça peut typiquement être un post qui va buzzer, qui va faire 20 000 likes, et puis voilà, les gens sont d'accord, le débat dans les commentaires, machin. Ok, c'est cool, ça te fait de l'audience, mais c'est pas super intéressant. Post Mofu, tu vas expliquer comment être un meilleur manager, tu vois, comment être un manager en 2022 qui prend soin de ses équipes. Là, c'est un post Mofu, ça va faire moins de vues, peut-être un petit peu quand même, mais ça va te montrer en tant qu'expert du management. Troisième poste, bonjour, je vends ma formation pour devenir le meilleur manager en 2022. Bofu. Et là, tu as ton funnel sur le même sujet et avec une seule et même idée, tu vois. Et c'est comme ça que tu arrives du coup à créer 3 posts par jour en très peu de temps. Donc c'est ça ma stratégie pour être très très clair. Je pourrais l'être encore plus, mais, mais après, pas que j'aille C'est trop dans super, les détails non plus. c'est super intéressant. Et sur tes posts Bofu, donc bas de funnel, qui sont du coup plus créés pour générer des leads entrants, C'est clairement. complètement ça, ouais. Est-ce que tu es en mode voilà mon offre, ou est-ce que c'est un peu Non. plus fin, en mode peut-être une étude de cas d'un client, ou est-ce que tu es vraiment direct? Moi, sur mes postes Beaufou, alors je fais pas d'études de cas de clients parce que déjà ça prend pas mal de temps et puis en fait je le fais quand je suis en call avec mes prospects, mais j'aime pas trop le faire sur LinkedIn. D'autant plus que si mon client veut rester anonyme, tu vois, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Enfin, je suis pas vraiment fan des études de cas clients. Je suis fan de montrer les chiffres de mes clients, je suis fan de montrer leur avis, de montrer leur feedback, etc. Mais montrer exactement le cas client, moi, en fait, je trouve ça inintéressant au possible pour celui qui lit, tu vois. Euh, donc, ce que je fais sur mes contenus Beaufou, ça va être soit de l'ultra expertise,
Donc, ça va typiquement être un post sur, tu vois, là, ce que je te parlais sur les 3 semaines où j'ai testé, ça, en fait, je vais en faire un post de fou qui va être super, un post beau-fou, pardon, qui va être super long et qui va vraiment rentrer dans les détails. Donc là, ça montre que je suis un expert LinkedIn. Donc, les gens, mes prospects peuvent me faire confiance et demander mes services. Donc, soit je vais faire de l'ultra expertise, soit je vais faire du cash. Quand je dis du cash, je vais être cash, c'est genre, tu vois, la dernière fois, j'ai fait un tweet, venez me suivre sur Twitter. Il n'y a aucune raison, juste je publie du contenu qui est cool, donc venez me suivre sur Twitter, tu vois, ça c'est beau fou. Je donne pas plus de raisons que ça. Ou alors des posts ventes, il reste 50 places pour rejoindre ma communauté, rejoignez-la maintenant. Ce qu'il faut, c'est pas faire trop de l'un ou de l'autre, c'est avoir un bon mix entre les deux, montrer du contenu d'ultra expert, faire de la vente pure, parce qu'en fait, les gens, surtout en France, on considère que faire de la vente ou dire aux gens d'acheter, c'est mal. La réalité, et ça c'est testé et approuvé par, par à peu près la planète entière, c'est que à partir du moment où tu dis pas aux gens de faire une action sur Internet, ils ne la font pas. Ou alors, les gens le font beaucoup moins. Si tu dis pas aux gens d'acheter, ils achèteront pas. Si tu dis pas aux gens de t'abonner, ils s'abonneront pas. L'audience sur Internet, alors c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais c'est la réalité, on l'est tous. On est des robots, on est lobotomisés par Internet. C'est pas nous, en tant qu'êtres humains, qui sommes des robots, mais c'est les réseaux sociaux qui nous lobotomisent. Et donc, comme les personnes sont lobotomisées, tu vois, elles scrollent, ton contenu, si tu leur as pas dit d'acheter, ils achèteront pas. Par contre, si tu leur dis achète maintenant parce que demain c'est plus dispo, là j'achète, tu vois, parce qu'on m'a dit d'acheter. Et les réseaux sociaux sont pensés, créés et dessinés de façon à ce qu'on réfléchisse le moins possible et qu'on soit juste une bête d'émotions et d'action instantanée, tu vois, et de récompense instantanée également. Donc voilà, pour les posts beaux fous. Le plus important sur LinkedIn, et pas que sur LinkedIn, tu vois, sur Internet, en fait, c'est pas le nombre de likes que tu vas faire sur un post, c'est pas le nombre de commentaires ou le nombre de vues que tu vas faire sur un post. Le plus important, et c'est ça qui bâtit un succès, tu vois, c'est juste d'être présent tous les jours pendant des années et des années. C'est uniquement ça, tu vois. Demain, mes chiffres peuvent se casser la gueule. Je peux faire 100 vues par jour. En fait, je vais continuer pendant 5 ans. C'est pas grave. Parce que le plus important, peu importe tes résultats, peu importe tes vues, c'est d'être présent chaque jour pendant des années, tu vois. C'est super important. Tu vois, j'ai vu un excellent exemple. Je sais plus qui disait ça la dernière fois, tu vois. Mais Gary Vee, tu vois, par exemple, Gary Vaynerchuk, qui est un créateur de contenu américain. Lui, alors, il est riche à dizaines, voire centaines de millions. Il a des boîtes qui cartonnent. Et pourtant, il continue à. Alors, c'est évidemment plus lui qui les monte et qui les enregistre, etc. Mais il continue à publier du contenu 3 fois par jour sur Insta, sur Twitter, etc., etc. Tu vois. Parce qu'en fait, il continue à se montrer tous les jours. Et alors maintenant, il a 10 millions d'abonnés. Il pourrait se dire, OK, en fait, moi, je fais une vidéo par mois, ça suffit. Mais en fait, non, parce que peut-être que dans 10 ans, il en aura 50 millions d'abonnés, tu vois. Et donc, le plus important, peu importe les vues, etc., c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se décourager si on ne fait pas beaucoup de vues ou de likes, etc. C'est juste d'être présent chaque jour et de montrer sa tête chaque jour. Et ça va finir par péter, en gros. Et du coup, si je fais le parallèle à ce que tu disais tout à l'heure, où il ne faut pas se mettre un objectif trop ambitieux au départ à poster tous les jours, est-ce que du coup, si on n'est pas capable de poster tous les jours, ça peut être l'astuce, ça peut être de poster 1 ou 2 fois par semaine, mais par contre, d'essayer d'aller commenter tous les jours pour être présent sur LinkedIn, peut-être? Bien sûr. En fait, il y a une différence entre la création de contenu et l'activité sur le réseau, tu vois. Création de contenu, au début, il ne faut pas se mettre de pression. Il faut se mettre un objectif, non pas en termes de qualité, parce que c'est impossible à atteindre ou à juger, mais en termes de quantité. OK, je me mets un objectif de 2 posts par semaine. J'y alloue une matinée par semaine. Là, je sais que je peux publier 2 fois par semaine. En fait, au bout d'une heure, j'aurais déjà écrit mes 2 contenus. Je peux passer à 3 posts par semaine, etc. Donc, au niveau de la quantité de création de contenu, il faut y aller tranquillement, en prenant du plaisir, en kiffant, etc. Et pareil, pour réduire, tu vois, là, sur février, sur tout janvier, j'ai publié 3 fois par jour. Sur février, j'ai à peu près en moyenne publié 2 fois par jour. Parce qu'en fait, je sentais que niveau business, moi, j'avais beaucoup de choses qui arrivaient. Niveau nouvelle création de contenu aussi. En fait, je savais que j'avais pu pouvoir suivre la cadence. Et quand tu lâches un petit peu la cadence de oh putain, je suis plus capable de créer autant de contenu, c'est pénible, c'est là où tu te décourages et c'est là où tu arrêtes totalement. Donc j'ai dit ok, je vais faire descendre à 2 fois par jour, ça suffit. Et au moins, j'aurai le temps de faire ce qu'il faut, tu vois. Donc ça, c'est la création de contenu qu'il faut bien différencier de l'activité sur le réseau. L'activité sur le réseau, ça c'est journalier ou presque, tu vois, au moins tous les 2 jours. Aller commenter
envoyer des messages privés, liker des posts, interagir. Encore une fois, cette notion de social, moi j'appuie souvent dessus parce qu'elle est réellement hyper importante sur LinkedIn et la plupart des gens l'oublient. C'est que c'est comme dans la vraie vie. Si tu veux créer des relations dans la vraie vie, c'est pas en voyant les gens une fois par semaine même une fois par mois que tu vas créer une relation quelconque. Et les LinkedIn, il ne faut pas oublier que maintenant les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Les relations se créent sur les réseaux sociaux comme elles pourraient se créer dans la vraie vie. Donc, si tu veux créer une vraie relation sur LinkedIn, montre-toi tous les jours. Moi, j'ai des gens, je leur ai jamais adressé la parole, mais ils commentent tous mes posts et je les vois souvent dans mon feed parce qu'ils commentent des posts. Je sais un petit peu qui c'est, je sais ce qu'ils font comme business, je sais ce qu'ils pensent. Et le jour où ces personnes-là vont m'envoyer un message ou moi, je vais leur envoyer un message, en fait, il y aura déjà une sorte de relation qui aura été créée parce qu'on aura été visible l'un à l'autre, tu vois. Tu as 10 000 abonnés. Tes 10 000 abonnés, Ouais. c'est 100% organique ou il y a eu une période où tu as fait un petit peu d'automation, ajouté des gens? Non, 100% organique, pardon. En fait, c'est super simple. Au niveau de mes relations, je crois que je suis à peine 3000, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors j'accepte tout le monde qui me demande. Ça, c'est super important parce que tu sais pas, les gens, les personnes peuvent avoir un profil tout pété et t'amener de super business ou faire des super rencontres. Donc, accepter tout le monde. Par contre, j'ai un taux de unfollow. Alors, je retire jamais la relation parce qu'encore une fois, c'est important, mais je ne suis pas beaucoup de gens finalement. Parce qu'en fait, dès que je vais voir un contenu qui ne plaît pas sur LinkedIn, je unfollow. Et je peux unfollow n'importe qui, tu vois. Hormis mes clients, forcément, et hormis deux, trois personnes que j'admire beaucoup et qui créent du très bon contenu, même s'il y a un post qui va me saouler, je vais les garder, tu vois, entre guillemets, les garder. Mais sinon, je unfollow n'importe quel contenu qui ne me plaît pas. Moi, je considère que, en fait, quand tu bosses sur les réseaux sociaux, le plus important, c'est d'avoir un feed qui te convient et qui t'apprend des choses. C'est-à-dire que si on se laisse déborder, si on se laisse contrôler par son feed, on finit par avoir que des actus, donc c'est déprimant. On finit par avoir que des fake news, donc c'est déprimant. Tu vois, je vais prendre un exemple très cash, très concret dernièrement. La crise en Ukraine qui se passe, tu vois, c'est absolument abominable, évidemment. Par contre, dès que je vois un contenu lié à cette crise sur LinkedIn, je me désabonne de la personne. Parce qu'en fait, sinon, tu te fais bouffer par ça. Moi, si je regarde mes vidéos sur YouTube, je vais aller m'informer sur cette crise, je vais aller forger mon propre avis. Mais déjà, la plupart des gens, on va pas se mentir, qui publient sur les réseaux sont incompétents pour publier et n'ont pas à donner leur avis sur des sujets aussi complexes que de la géopolitique russo-ukrainienne, tu vois, premièrement. Et secondement, si tu te fais bouffer par ton feed quand c'est ton métier, c'est comme ça que tu déprimes et que tu passes beaucoup trop de temps et que tu perds beaucoup trop de temps. Donc, je ne follow n'importe qui publie du contenu qui ne me plaît pas et je vais m'informer moi-même de façon beaucoup plus précise et j'ai envie de dire véridique que sur LinkedIn. Quand on publie jusqu'à 3 fois par jour, je suppose qu'on programme sa publication ou tu fais ça Ouais. à la main? Non, 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 je programme. Non, Tu si utilises on quoi comme t'imagine, outil? ça serait un enfer. Buffer. Buffer. Non, aussi. Déjà, moi, je me fais une séance d'écriture par semaine. J'écris tous les jours, mais je me fais une séance d'écriture de post par semaine pour publier tous mes posts de la semaine d'après. Et si possible, de la semaine encore d'après, tu vois. Donc, mes posts LinkedIn et mes tweets. Si tu n'as pas un temps alloué, tu peux écrire n'importe quand, tu perds du temps. Si tu planifies pas, t'imagines, il faudrait que je me connecte 3 fois par jour sur LinkedIn, tu as des notifs, après, non, faut planifier, évidemment. À partir du moment où on publie plus de 3 fois par semaine, faut planifier. Et en fait, même si on publie une fois par semaine, faut planifier, parce que si tu ne planifies pas, c'est le meilleur moyen pour louper une semaine et de dire, bon, c'est pas grave, je loupé la semaine dernière, je peux louper cette semaine aussi, tant pis, tu vois. Pendant longtemps, j'ai essayé souvent de faire des posts où je taguais quelqu'un qui avait un peu plus de notoriété, voire beaucoup plus de notoriété que moi, pour essayer de le faire commenter. Et en général, ça a amené souvent de l'engagement sur mes posts. Et du coup, les outils d'automation ne permettent pas C'est de vrai. tag. Du coup, toi, je suppose que c'est quelque chose que tu utilises plus. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'intéressant de taguer des personnes qui ont plus de notoriété ou tu penses qu'on peut s'en passer sans problème? Alors moi, du coup, je m'en passe. Maintenant, 2 points. 3 même. Si tu veux taguer une personne, on peut taguer une personne. Tu vois, ce matin, j'ai fait un post pour le webinaire. Je participe à un webinaire avec Walaxy et toi non. J'ai fait un post. Là, du coup, je ne l'ai pas planifié. Enfin, je l'avais écrit avant, mais je l'ai publié depuis LinkedIn pour mentionner toi non. Là, c'est pertinent. C'est un event qu'on fait ensemble. Voilà. Si tu vois, demain, tu fais un post pour ce podcast, tu me mentionnes, c'est normal, tu vois.
Quand c'est des interactions qui sont logiques, qui amènent de la pertinence et qui sont concrètes et intéressantes pour tout le monde, pour toi, pour la personne que tu tags et pour les lecteurs, bon, bah, faut taguer. Bon, bah, dans ce cas-là, tu écris ton post et puis tu le publies au moment donné. Donc ça, ouais, évidemment, je suis chaud pour mentionner et ça permet de générer encore une fois de l'activité. C'est génial. Deuxièmement, par contre, il y a des personnes qui vont taguer des gros créateurs dans des posts qui vont pas être forcément bien écrits déjà, parce que souvent c'est des personnes qui débutent et la réalité c'est qu'au début on écrit mal. Et désolé de casser les rêves de certains, mais c'est normal. Il faut d'abord écrire 100 posts LinkedIn avant d'en écrire un correct. Et moi, mais au moins 200, 300 premiers posts LinkedIn étaient très mauvais. Ça, c'est normal. Et donc, du coup, ces personnes-là vont taguer des personnes plus connues avec de l'influence sur leurs posts. Enfin, moi, je vois souvent des posts, je suis tagué sur ce genre de posts où, alors, soit tu as le contenu du post et à la fin, tu as 20 noms qui sont là. Bon, bah là, je fais bah non, en fait, tu vois. Ou alors, il y en a aussi, alors c'est un peu plus subtil, du coup, ça amène quand même à répondre parfois. Mais ça va être, je pense que machin, 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 machin et machin ne vont pas me contredire. Bon, bah déjà, là, c'est plus intelligent, il y a plus de chances de réponse, mais ça dépend encore, tu vois. Donc ça, vaut mieux éviter de le faire, ça décrédibilise, ça fait perdre du temps au créateur, et en fait, c'est intéressant pour personne. Troisièmement, le meilleur moyen pour aller capter une audience, parce qu'il suffit que ce créateur, bon, il va liker votre post. Moi, je me rappelle d'un post, j'avais interviewé sur un podcast, sur mon premier podcast, Grégoire Gambato, donc forcément, j'avais fait un post LinkedIn. Il avait juste liké ou commenté, je ne sais plus, et mon post était passé de 500 vues en moyenne à 15 000 vues en une journée, tu vois. Waouh, la fête, trop bien. Mais en fait, la réalité, c'est que sur le long terme, ça ne sert à rien. Ouais, il y a 15 000 vues, 15 000 personnes qui ont vu mon post, j'ai peut-être gagné 50 abonnés, tu vois, mais derrière, il y avait pas, ça n'a pas suivi en impact et en qualité. Par contre, bah, si j'étais allé commenter tous les jours sur les posts de Grégoire, bon, bah là, j'aurais capté son audience. Donc, c'est ça le troisième point. Si vous voulez capter l'audience, il faut capter l'audience des gros créateurs, c'est super important, surtout au début. Encore une fois, on génère de la sociabilité, on génère de l'interaction, de la visibilité. Bah, allez commenter sous tous les posts des gros créateurs. Même moi, je le fais encore. Moi, j'ai ma liste d'interactions et tous les 2 jours environ, bah, je vais sur chaque profil de créateur et puis je commente leurs posts. Et ça me fait capter leur audience, ça crée de la proximité aussi. Les créateurs, on communique pas forcément beaucoup en message privé, mais beaucoup en commentaire. Du coup, chacun sait qui est qui. Et je reviens sur le sujet de tout à l'heure, qui est que créer du social et créer des relations comme ça. Donc, aller commenter sous les posts des créateurs et capter leur audience comme ça, plutôt qu'en les mentionnant de façon totalement inutile sur vos posts. Le choix de l'heure de publication, c'est un sujet pour toi ou ça n'a pas d'importance? Alors, 1, ça n'a pas d'importance. 2, faut quand même publier aux heures où ta cible est sur LinkedIn. En fait, c'est une lame à double tranchant. Alors, il y a un grand débat autour de ça. La réalité, c'est que ça ne veut pas dire grand-chose. La réalité, c'est que tu peux poster un post le dimanche soir à 23h. Il n'y a personne sur LinkedIn, mais il va quand même cartonner parce que en fait, tu seras le seul post sur LinkedIn. Entre guillemets, le seul. Alors, en fait, on va prendre le problème comme ça. De façon régulière, moi, je pense qu'il faut poster à des heures plutôt stratégiques. Moi, je poste tous les matins entre 8h et 9h. Pourquoi? Parce que ma cible est sur LinkedIn à ce moment-là, parce que c'est un rendez-vous, parce qu'il faut se mettre des heures précises, entre guillemets, même pour la régularité. Mais la réalité, c'est qu'entre 8h et 9h, c'est là où il y a le plus de posts, donc il y a le plus de concurrence, donc mes posts ont le plus de chances de flopper. Maintenant, on peut encore une fois écrire un post à 3h du matin et qui cartonne. Et des fois, on n'est pas. Maintenant, l'algorithme de LinkedIn change beaucoup. Moi, il y a souvent des posts que je vois qui ont une semaine, tu vois. Donc c'est pas grave. Moi, sur un de mes posts les plus virales, qui avait fait un truc genre 600 000 vues ou 700 000 vues, les 300 000 premières vues ont été effectuées la première semaine et les 300 000 vues d'après sur les semaines qui suivent. Et ce post est encore parfois de temps en temps liké, tu vois. Donc en fait, lors d'une publication, franchement, moi je pense qu'elle est importante pour la régularité, la discipline et l'audience cible, notamment sur des posts beaufous, tu vois. Tu sais que tu fais un post beaufou qui va faire 500 vues. Bon, bah là, il faut, et qui est dirigé vers les entrepreneurs. Bon, bah tu sais que les entrepreneurs ils sont sur LinkedIn de 8 à 9. Bon, bah tu publies de 8 à 9 heures. Maintenant, faut pas en faire tout un sketch, tu vois. C'est pas non plus hyper. Ça change pas grand-chose. Baptiste, j'en ai terminé avec mes questions. Ouais, trop cool. C'était super intéressant. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré tes réponses et tu m'as donné beaucoup de conseils que je vais pouvoir appliquer, vraiment. Ben, Je te merci. remercie. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose, ajouter quelque chose ou répondre à une question que je ne t'aurais pas posée? Pas forcément, non.
Ouais, si, encore une fois, prenez du plaisir, tu vois, à créer du contenu. Ah si, une chose, tiens, ça me fait marrer parce que souvent on me dit que j'ai tort. Enfin, souvent on me dit que j'ai tort. Ceux qui sont pas créateurs de contenu me disent que j'ai tort, mais les créateurs de contenu me disent que j'ai raison. Si vous voulez vous lancer dans la création de contenu, au début, restez focus sur un seul canal. Si vous voulez aller sur LinkedIn, écrire des tweets, mettre des reels et des TikTok et faire des vidéos YouTube et un podcast en même temps, vous allez vous casser la gueule et ça va durer une semaine et en fait, vous n'allez même pas commencer parce que la charge de travail est énorme. Par contre, si vous restez pendant un an à faire que des posts sur LinkedIn et à cartonner sur LinkedIn, bah, quand vous lancerez votre chaîne YouTube, d'un coup, vous aurez 1000 abonnés parce qu'en fait, votre audience LinkedIn va aller sur YouTube, tu vois. Et en fait, encore une fois, je reviens aux 100 premiers posts. Au début, on met 1 heure à écrire un post LinkedIn. À la fin, typiquement, si on publie 3 fois par semaine, on prend 3 heures à écrire un post LinkedIn. À la fin, 3 posts LinkedIn, on met 15 minutes à les écrire. Donc, ce qui fait qu'en fait, les 2h45 qui restent, on peut les mettre sur une vidéo YouTube, sur des TikTok, sur du tweet. Mais la réalité, c'est que si vous voulez commencer à créer du contenu, restez focus sur un canal avec une cible, dans une niche, avec en général une offre. Et quand ça commence à prendre, diversifiez-vous tranquillement. Mais essayez pas d'aller courir tous les mêmes chevaux à la fois parce que ça ne marche pas. Il y a une métaphore par rapport à ça, c'est en fait, si vous essayez d'attraper 2 lapins en même temps, vous en attraperez aucun. Par contre, si vous en poursuivez un pendant 10 km, forcément, vous allez finir par l'attraper. Donc, essayez de courir, d'attraper un seul lapin et peut-être plus tard, vous allez pouvoir acheter un fusil et tuer 2 lapins en même temps, tu vois. Allégorie un peu spéciale, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà quoi. Sinon, à part ça, merci à toi pour l'invite, c'était super intéressant. Eh ben, merci. Merci à toi, puis à très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews LinkedIn. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire sur cette vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Et grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi de découvrir ce podcast. Pour être averti en avance des prochains podcasts, de mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews LinkedIn. Bye bye.